Aujourd'hui, on reçoit un homme qui ne se contente pas de parler que d'immobilier. Il en a fait une vision. David Broman, entrepreneur, investisseur, figure médiatique de l'investissement immobilier. En 2024, il fonde Broman & Co. avec une ambition claire, faire de la France une nation de propriétaires. Ce qui le distingue, il parle à ceux qui pensent que l'investissement n'est pas fait pour eux. Et il leur démontre que ce n'est pas une question de chance, mais de méthode. David défend une conviction forte, l'immobilier n'est pas un privilège réservé à une élite, c'est un outil de protection, un levier, un moyen de sécuriser sa vie et celle de ses proches. Aujourd'hui, avec des programmes partout en France, une parole directe et parfois clivante, David Broman ne vend pas seulement de l'immobilier, il défend surtout une nouvelle manière de penser. Notre point commun, penser que le vrai pouvoir, ce n'est pas le capital de départ, mais c'est l'effet de levier et notre capacité à l'activer. Aujourd'hui, il nous fait l'honneur de nous dévoiler toutes ses coulisses. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous suivre sur Leverage. Aujourd'hui, comme vous l'avez compris, on est avec le grand David Broman. Salut David. Salut Anaïs, je suis trop content d'être là, trop bien. Attends, c'est nouveau comme podcast? C'est nouveau, c'est assez nouveau, ouais, c'est assez récent. On l'a lancé, pour tout te dire, au MIPIM de cette année. Et là, on avait vraiment envie de démocratiser un peu la dette, l'effet de levier. Attends, donc, mais alors, qui a été le pire invité? Vas-y, balance. Si, balance. J'ai aucun pire invité. Alors, qui a été le meilleur invité? Alors, ok. Donc ça, c'est vraiment la spécialité de David. Donc c'est que moi, je suis là pour lui poser des questions, mais c'est oui, lui qui me les pose. J'adore. Alors, c'est qui le meilleur invité? Non, le meilleur invité, je dois dire qu'on a eu beaucoup de chance parce que à ce jour, en termes de calibre, c'était Philippe Journeau. De la compagnie de Falasbourg, qui nous a fait l'honneur de répondre à nos questions et qui nous a fait punch sur punch sur punch. Il est incroyable. Un grand patron de l'immobilier. Donc lui, je peux vraiment dire qu'il s'est quand même démarqué. Mais tous les invités étaient top. Allez, non, il y en a pas. Balance, il y en a forcément avec qui t'as pas kiffé. C'est sûr. Non, il y en a pas. Il n'y a aucun, tu ne me feras pas dire quoi que ce soit. Même si les projecteurs sont sur moi, nous avons les moyens de vous faire parler. David, maintenant on sait qui tu es. Est-ce que tu veux bien nous dire ce que tu as fait pour arriver là? Pour arriver là. Comment tu as fait? Pour arriver dans l'IMO, genre? Pour arriver dans l'IMO, pour arriver à ce que tu représentes aujourd'hui. Ok, alors, moi ça me plaît pas du tout l'IMO. Ça m'a jamais plu et ça me plaît toujours pas. C'est-à-dire que c'est vraiment mon travail. Par exemple, quand il y a un truc qui sort le week-end, genre je me dis ah non flemme putain, j'attends le lundi quoi. Tu vois vraiment il y a des types qui aiment ça. Qui sont animés. Ouais, qui sont animés par ça. C'est vraiment pas mon truc. Mais dans ma famille, j'ai vu des fortunes et des revers de fortune. Okay. Et ça m'a fait vachement flipper. Tu vois, j'avais notamment un oncle qui avait plein de vidéos futures, qui avait investi une tonne, et ensuite le streaming est venu, il a tout perdu. Enfin, j'ai vraiment vu c'est surtout mes oncles, hein, des mecs genre archi-millionnaires qui ont fini sans le sou, et ça m'a fait grave flipper. Et donc, quand il était temps de chercher un travail, tu vois, je me suis dit, il me faut un truc où il n'y a pas un effet de mode. C'est vraiment ça. Et je me suis dit, il faut un truc d'une où il n'y a pas un effet de mode, mais en plus de ça, où si je suis bon, ou si je suis moyen, il y a un repeat. Tu vois, je peux fidéliser, donc je peux pas, voilà. Et donc, c'est comme ça que je me suis mis dans l'IMO. Mais vraiment, c'était pas du tout ma volonté. Hyper intéressant. Voilà. Mais jusqu'à ce jour, ça n'est toujours pas devenu ton kiff. Alors, non, mais j'ai commencé dans le conseil en investissement. Ouais. Donc, en fait, j'enrichissais des gens... ouais. C'est ça. J'enrichissais des gens déjà riches. Ouais. Et c'était OK. Tu vois, je crache vraiment pas dans la soupe. Mais je kiffais pas. Ouais. Parce que moi, je sais pas, j'ai un vieux truc de syndrome du sauveur, tu vois. Genre, t'avais pas d'impact social. Exactement. Et en fait, maintenant, je kiffe grave mon job, par contre, parce que j'ai changé de vision et maintenant, je fais accéder les gens à la propriété avec beaucoup de tech, beaucoup d'entrepreneuriat, parce que, pour le coup, autant je n'étais pas passionné d'immobilier, mais je suis passionné d'entrepreneuriat. Ouais. Et donc, maintenant, si tu me fais visiter chez toi, j'en ai rien à foutre. Mais si je te fais devenir propriétaire, ça me fait vraiment kiffer. Et voilà, donc c'est comme ça que je suis venu à... Hyper intéressant. J'adore cet angle. Et puis surtout, tu abordes l'angle de la sécurité. Comment est-ce que je me sécurise si jamais il y a un revers? Et effectivement, jusqu'à présent, l'immobilier est quand même le pilier majeur
Même si l'entrepreneuriat, tout ça, ça en fait partie, mais bon, t'es quand même un peu plus exposé. Non, mais l'entrepreneuriat, c'est pas safe du tout. Non, mais t'arrives quand même avec une belle société d'exploitation à tirer quelque chose, parfois sur plusieurs générations, mais ça, c'est jamais aussi safe que la pierre. Ça, c'est... Bah ouais, mais regarde là, par exemple, on prend l'exemple d'Emeline chez qui on est, là, les studios dans lesquels on tourne, tout à fait. Qui m'expliquait que c'était des nouveaux studios, ils sont très beaux d'ailleurs, ils sont géniaux. Et elle me disait qu'il fallait pas qu'elle se plante parce qu'elle a acheté les locaux. Et je lui disais, mais c'est justement parce que tu as acheté les locaux que tu te planteras pas. Que tu t'es sécurisé. Exactement. Parce que la réalité, c'est que ça, c'est un business comme un autre, ça peut marcher ou pas marcher. Mais là, les murs, elle les a. C'est ça. Et si ça marche pas, elle met à louer. Elle change l'exploitation. Exactement. Et je vais même te dire mieux, même si ça a pris de la valeur, ça peut même réduire la dette de son entreprise. Donc là, on est typiquement dans le truc où avoir acheté sécurise son business. Exactement. Et en plus, elle a très bien fait parce que c'est très souvent ce type d'actif où la valeur est décotée parce qu'il y a un sous-sol. Et donc, elle, avec son exploitation, elle maximise la partie qui, normalement, n'a pas a le moins de valeur. Exactement. Je suis d'accord avec toi. Elle a fait le bon move. Bravo, on lui dit. Elle nous entend, je crois. C'est tout à fait. Et on lui dit félicitations aussi. Pour son futur bébé. Félicitations. Oui. Voilà. On va aussi parler donc de dette, comme tu le sais, donc le principe de leverage, comme son nom l'indique, effet de levier. C'est donc d'expliquer, de démocratiser comment accéder à la dette. Pourquoi ? Alors moi, tu sais que j'arrête pas de répéter que la dette, c'est la vie, mais je le répète encore une fois, c'est l'effet de levier qui est la vie. Alors pourquoi c'est la vie ? Moi, j'avais envie de te poser ces questions parce que tu utilises beaucoup d'effets de levier dans beaucoup d'opérations. Ça peut être des opérations IMO, peut-être aussi corpo, peut-être dans le cadre de tes investissements. Enfin, l'idée, c'est un petit peu de parler de tout ça. Quel est ton rapport personnel, toi, avec la dette ? Est-ce que tu peux, par exemple, raconter ton premier emprunt, si tu t'en rappelles ? Est-ce que c'est un rapport où tu as peur, où tu as appris, où tu avais peur ? Comment est-ce que tu réagis ? Franchement, moi, j'ai beaucoup de chance. Ça m'a jamais fait peur, la dette. C'est-à-dire que j'ai reçu une éducation financière dans ma famille où... ils ont tous acheté leur résidence principale, donc j'ai été baigné dans le fait que on prenne un crédit à la banque. C'était pas du tout un truc interdit ou qui fait peur. Et je pense que c'est de la chance parce que moi, je prends toute la dette que je peux. C'est-à-dire que vraiment, véritablement, ça me fait pas flipper et j'ai conscience que c'est le seul moyen de s'enrichir. Alors, évidemment, tu peux prendre tes 10 000 euros que tu as de côté et les mettre sur le bitcoin ou les mettre sur l'or et évidemment, tu pourras t'enrichir. Et d'ailleurs, les gens ne comprennent pas. Ils se trompent quand ils disent « Ah putain, moi j'ai fait plus de 50% sur l'or ». Ils ne comprennent pas que la renta de l'immobilier, par exemple, qui est beaucoup plus faible, elle se fait sur des montants beaucoup plus gros grâce à la dette et à la fin, tu gagnes plus. Donc moi, écoute, ça ne me fait pas flipper la dette. J'ai fait mon premier crédit, j'avais 23 ans, je crois. Ok, très jeune. Ouais. Et ça pour de l'immobilier. Ouais, pour mon premier appart. Et ça me fait tellement pas flipper que par contre, j'ai le revers de la médaille de genre, je lis rien, quoi. Tu vois, le mec m'accorde le crédit, je lis R et je suis content, je suis tellement content que je signe. Que tu signes. Et voilà. Et d'ailleurs, ça m'a joué quelques tours parce que maintenant qu'on a grandi un petit peu, on sait que pas le droit des remboursements anticipés, pas le droit au truc, enfin... Voilà. Oui, maintenant tu te rends compte de ça. Et sur Exactement. le moment, tu voulais juste ton crédit, t'avais rien lu, mais t'avais même pas négocié les conditions, t'avais pas négocié le taux, t'avais pas négocié les IRA comme t'es en train de le dire. J'avais rien négocié, mais je veux dire, mais c'est très bien. Exactement. Parce que peut-être que si j'avais été averti ou alerté de ça, ça m'aurait freiné. Ouais. Tu vois. Donc je suis très content de me rendre compte qu'il faut lire les conditions générales du crédit après avoir levé 15 fois de la dette, tu vois. Donc en fin de compte, c'est mieux maintenant, tu vois, comme ça. Mais voilà. Et il y a un truc qui est très drôle sur le crédit, mais je sais pas si tu veux qu'on en parle maintenant ou pas. Ah si, avec plaisir. Moi, chez Broman & Car, on fait un truc qui est plutôt cool, c'est qu'on fait devenir des locataires, on les transforme en propriétaires. Okay. Il y a plein de villes en France, une centaine de villes en France, où on peut être propriétaire pour le prix de son loyer. Tu vois, par exemple, je sais pas, à Bourg-en-Bresse, la ville sur laquelle on est en ce moment, pour du T2 au T4, ok. Tu peux acheter un appart pour le même prix que les loyers qui sont pratiqués. Ok, c'est pas le cas dans toutes les villes. C'est clair. Paris, évidemment, c'est pas le cas. L'Île-de-France, c'est rarement le cas. Mais bon, il y a quelques villes où on peut. Et donc, du coup, on parle à des Français qui n'étaient pas clients à la base. Tu vois, on va les chercher. On va les chercher dans leur log pour les avertir de ce truc-là. Et il y a une fausse croyance qui est incroyable, que je connaissais pas du tout.
c'est qu'on me dit, ouais, mais j'ai pas envie de m'endetter sur 25 ans pour acheter ce studio. Et les gens ne comprennent pas, mais pour de vrai, hein, ils ne comprennent pas. C'est pas des gens que toi, tu dois fréquenter. Toi, tu fréquentes beaucoup de professionnels, etc. Mais donc, le type de 26, 27 ans qui va faire son premier achat, il ne sait pas que quand il revend son appart, ça a l'air fou, hein, tu vas être choqué, il rembourse en fait son crédit. Bah oui. Il le comprend pas. Et je m'aperçois du manque d'éducation financière dans notre pays, mais un truc de ouf. C'est-à-dire qu'il il pensait que s'il vendait, il allait avoir de l'argent, mais qu'il devrait continuer pendant 25 ans de rembourser son crédit. C'est pas ouf, sérieux. Lui, il se dit, le crédit il est sur 25 ans, donc théoriquement, jusqu'à ce que j'ai 50 ans, exactement. s'il l'a pris à 25 ans, je paierai quoi qu'il. Exactement, et c'est ce qu'il pense. Mais je sais qu'il y a il y a une vraie pénurie d'éducation en France. Mais moi, je pense même qu'il faut instruire ça à l'école. Mais évidemment. Mettre en place des modules. Mais évidemment. Évidemment. C'est quoi un crédit? Comment on met de l'argent de côté? Comment payer ses impôts? Enfin, peut-être ça un peu plus tard. C'est quoi, même principe de l'amortissement? Enfin, si, c'est capital, en fait. Mais ouais, je suis complètement d'accord. Complètement d'accord avec toi. Effectivement, là-dessus. Et toi, tu dois te régaler. Donc, c'est ce que tu fais avec Broman & K. Ouais. Tu aides, donc prenons l'exemple de Bourg-en-Bresse. Donc, c'est quand même fort de faire ça. Donc, tu vas chercher les gens. Déjà, comment tu les trouves? Tu les cherches. Alors, tu vois, tout à l'heure, tu m'as dit, est-ce qu'il y a un truc dont tu veux pas parler? Ouais. Et je t'ai dit, mais non, aucun rapport, on parle de tout. Mais ça, de ça, je veux pas parler. Bon, ça, c'est ton fonds de commerce. Ouais, évidemment. Ouais, c'est pas ça, que je veux pas vous en parler, c'est que, en fait. C'est ton vrai. Non, mais t'as mis aussi. C'est ma barrière à l'entrée. C'est ta barrière à l'entrée, c'est ta tech, c'est ton fonds de commerce, c'est tout ça. Mais donc, quand même, il faut quand même reconnaître que c'est fort. Donc, tu vas trouver Mathieu, ou je sais plus comment il s'appelle, qui est locataire de son 500, et tu vas lui trouver un appartement. Et est-ce que tu vas l'accompagner dans le crédit? Alors, on a, d'ailleurs, je passe un message, on travaille avec des courtiers, mais je cherche à racheter une boîte de courtage. Donc, je passe un message à toi qu'il faut que je passe le message en vérité. Voilà, soit intégrer un courtier et on monte une boîte from scratch, mais c'est pas trop ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresserait, ça serait de racheter un petit cabinet de courtage. Ouais. Ma difficulté, c'est qu'ils sont rarement sur toute la France. Ils sont, voilà. Mais oui, on l'accompagne, mais je l'accompagne pas suffisamment bien encore parce que justement, j'ai pas un cabinet de courtage intégré. Donc, j'ai des partenaires courtiers que je salue, hein, qui font très bien leur travail. Mais voilà, j'aimerais bien y mettre ma patte et pour l'instant, j'y parviens pas. Ah, ce sera ton levier d'ailleurs. On parle d'effet de levier, mais ça sera. Ouais, alors mon levier, c'est quand même la vente de l'appart, quoi. Oui. C'est beaucoup. Enfin, tu vois, sûr, voilà. Ouais. Mais ouais, donc on fait ça. Et je suis choqué du manque d'éducation financière de nos compatriotes qui connaissent pas, tu vois. Genre vraiment, ils connaissent pas. Et la dette, c'est un gros mot, ça fait peur à certains. C'est ça. Et exactement pour ça, d'ailleurs, qu'on s'est dit que lancer Leverage pouvait rendre service ou peut-être juste abattre certaines croyances limitantes. Ouais. Parce que et tu devrais faire avec des musulmans aussi, parce que ah oui, tu veux dire les intérêts. Ouais. Qui sont pas. Moi, j'ai mes deux meilleurs amis musulmans. Une qui, j'allais dire qu'il s'en fout, c'est pas beau de dire qu'il s'en fout parce qu'elle s'en fout pas, mais en tout cas, elle fait abstraction de ce truc-là, tu vois. Et un autre, Moundir. Ah bah oui. Moundir de la télé, qui lui fait pas abstraction de ce truc-là. Ouais. Et qui a galéré de ouf pour acheter sa RP, tu vois. Parce qu'il voulait acheter avec un crédit, mais sans avoir à payer les intérêts. Ouais, t'imagines la tête du banquier, frérot. Ouais, c'est compliqué, là. Vois, genre, prête-moi de l'argent, mais gratos. Mais à qui il a emprunté, du coup? Je veux pas révéler trop sa vie privée, parce que c'est sa vie privée, c'est vrai. Non, mais je veux dire, il a réussi à trouver un organisme qui était compatible. Je sais pas, moi, je t'avoue que là, pour le coup, moi, ça, c'est pas un sujet que moi, je maîtrise. Mais t'as quand même raison, parce que ça doit être un grand pan de la... Non, mais il faut vraiment leur trouver une solution, parce que, d'abord, l'ensemble du monde se communautarise, et donc les cathos, les juifs, les musulmans, tout le monde se communautarise, tout le monde fait un retour un petit peu à la religion, et il faut leur trouver une solution, parce qu'il y en a forcément une, puisque t'as des fonds souverains du Qatar, des Émirats, qui achètent tout Paris, et évidemment, les gars, qui achètent avec de la dette. Bien sûr, mais en réalité, c'est une question de storytelling, parce que, ok, tu payes pas des intérêts, mais il faut quand même que tu payes quelque chose. Donc, ça va pas s'appeler intérêt, mais ça peut s'appeler loyer, tu vois. C'est une question de comment est-ce que tu... Bon, après, on va pas créer le produit là maintenant, mais en vrai... Mais celui qui trouve le produit... Il est fort.
Alors, d'abord, il a aidé plein de gens Ouais. et il est riche. Ouais. Et donc, il est fort et il est très, très riche, tu vois. Donc, il faut trouver un système. Voilà, il faut trouver un système. On va se pencher sur la question. Alors, je t'explique, tu dis ça, dans 3 mois, t'entends Anaïs qui dit « Hé les gars, j'ai monté une nouvelle boîte qui s'appelle Muslimimo. » Voilà, c'est sûr que tu vas trouver un Je truc. le mettrai sur LinkedIn Ouais. et je te taguerai. Ah, tu peux. Est-ce que tu as une expérience qui s'est mal passée avec la dette, avec l'emprunt, et où tu as envie peut-être de mettre un warning et d'alerter les gens là-dessus? Est-ce que tu as vécu quelque chose un peu de marquant Mais c'est pas en France. Est-ce que Ouais. ça marche ou... Ah bah oui, bien sûr. Et je me suis rendu compte à quel point on avait de la chance en France. Ah, Du coup, du coup. d'avoir des intérêts fixes. Ah, voilà. Parce que j'ai déjà acheté avec des intérêts à taux variables. Alors, pour ceux qui savent pas trop ce que c'est, les intérêts à taux variables, c'est grosso modo, tu deals un truc, je sais pas, 3,5% d'intérêt, mais on te dit qu'en fonction de tout un tas de choses, disons grosso modo du marché, eh ben, les intérêts, ils peuvent monter à 5, à 6, à 8, C'est ou ça. ils peuvent aussi descendre. Voilà. Mhm. Donc moi, tu te rappelles que je lis rien. Tu te souviens, il faut se souvenir du truc. Et je me retrouve avec un plan de financement, c'est trop bien. J'ai 3005 de mensu à rembourser, j'ai un loyer à 3000. Bref, Ça je fais ma fonctionne. tambouille, ça passe. Et là, au moment où je te parle, j'ai une mensu à 6000. Quoi. C'est en ce moment, tu moment vois. même. Ouais. J'ai une mensu à 6000 ou 6002. Et ça, ben, ça te nique. Ah, ça te tue tous tes cash flows, ça te tue toute ton opération, ça Ah te ouais. tue toute ta trésorerie. Ah, ça te- ah ouais, vraiment. Oublie l'opération. Et le truc, c'est surtout la trésor. ça te Il tue faut la faire trésor. face, quoi. Tu vois, il C'est faut ça. faire face au truc. C'est ça. Donc ça, c'est une très mauvaise expérience Ouais. que je suis obligé donc maintenant de renégocier le crédit. Donc je Ce que repars j'allais sur te une dire. durée plus longue. Ouais, mais bon, c'est vraiment chiant. Et quand j'étais plus jeune aussi, on m'a interdit de rembourser, je crois que c'est interdit maintenant, mais on m'a interdit de rembourser par anticipation, ou alors il fallait que je paye Ouais, une sorte de bonus, enfin je sais pas comment ils appellent ça. les hors de- pénalités, ouais. Ouais, des pénalités. Et voilà, c'était un peu relou. Ça, c'est du coup des choses, tu fais attention à ça maintenant. Quand toi, Maintenant, tu je fais attention structures à tes ça. financements, déjà, tu consommes encore beaucoup de dettes, tu fais de la dette. Alors, moins depuis 1 an et demi. Depuis D'accord. 1 an et demi, donc j'ai quitté mon ancienne boîte BLG pour BLG. lancer Broman & K. Donc j'ai mis all-in dans le développement de ma boîte. Tous les entrepreneurs qui nous écoutent, ils sauront On comprend. Voilà. Donc là, j'ai pas de nouvelles dettes depuis 1 an et demi. D'ailleurs, ça m'angoisse parce que je me dis putain. Il se passe des choses faut sans que- moi. Ouais, exactement, ça me rend ouf. Non, mais ça me rend C'est ouf. horrible. En plus, du coup, grâce aux réseaux sociaux, on me donne souvent des bons deals, tu vois. Et je ne peux pas les faire. Vraiment, ça me rend fou. Mais pourquoi est-ce que tu considères que tu peux pas les faire? Parce que tu as mis all-in sur ta boîte, j'entends. Par conséquent, tu as mis beaucoup de fonds propres. Par conséquent, tu en as peut-être un peu moins. Mais est-ce que ça peut pas être des deals que tu peux quand même envisager sans que tu mettes tes fonds propres? Alors, oui, en effet, pas oui. Oui, je comprends ta question, mais non. D'accord. Parce que d'abord, oui, j'ai mis des fonds propres, mais surtout, j'ai baissé ma REM. Ouais. Ça t'a pas échappé qu'on est passé en crise Un petit IMO, peu. voilà. Donc moi, je me payais, j'en ai rien à foutre, je suis très à l'aise avec ça. Ça fait 10 ans que je me payais genre 500 ou 600 000 euros par an. Donc, je sais pas, j'étais content, quoi. J'avais l'impression d'être un footballeur, tu vois, de Guingamp, tu vois. Un footballeur de Guingamp, tu sais. Genre, j'allais chez Gucci acheter des t-shirts blancs, tu vois. L'idiot. À 700 €. Voilà, exactement. Et là, ça fait 1 an et demi que je me suis baissé de salaire pour payer juste mes charges fixes, T'es obligé. pour pas charger ma boîte. T'es obligé. Et donc, non. Donc, maintenant, je suis au moment où je te parle, je dois être endetté. Vu mon salaire actuel, je dois être endetté, je pense à, je sais pas, 80%. Ah, c'est ça. Tu vois? Et donc, du coup, on me regarde. Enfin, Bah, mais du c'est coup, OK, tu du vois. coup, tu ne peux plus emprunter. En ce moment, je peux plus titre perso. emprunter, mais compte sur moi pour y remédier dès 2026, tu vois. Mais voilà, en ce moment, j'ai la FOMO, quoi. Tu vois, T'as le je FOMO. loupe des deals et tout, ça m'énerve. Mais voilà, Alors c'est après, OK. il y a d'autres peut-être solutions. Effectivement, alors moi, c'est un sujet que je maîtrise pas beaucoup, le taux d'endettement, parce que c'est vraiment un sujet qui est très part. C'est vraiment très particulier. Voilà, taux d'endettement. Je crois que maintenant, il est à 35%, si je dis pas bêtises. Donc, ça veut dire que si tu gagnes 100 000 euros par an, si tu gagnes 100 000 euros par an, tu peux pas avoir plus de 35 000 euros d'échéance de dette, enfin de charge, sachant qu'en plus là-dedans, ils te mettent tout, tout ce qui correspond à une charge fixe. Donc, ça te laisse pas grand-chose pour Alors, emprunter. ça dépend. Je sais pas qui c'est ta clientèle, s'il y a que des milliardos là qui vont nous regarder ou s'il y a des gens normaux. Mais J'avoue, je sais pas encore. OK. Peut-être un peu des deux.
Ok, en tout cas, pour les gens très riches, ce truc de 35%, ça marche plus. Il y a le reste à vivre. C'est ça. C'est-à-dire qu'ils considèrent qu'un type qui gagne 60 000 euros, ils peuvent l'endetter jusqu'à, 30 000 euros sans problème parce qu'ils considèrent que 30 000, c'est suffisant pour vivre. Alors, pas pour acheter les chaussures que tu achètes, mais pour les autres gens, ils considèrent que c'est OK. Je veux dire que je n'ai que les chaussures en péché mignon, hein. J'ai pas le reste. Hein. Mais vous avez pas vu, on a eu tout un truc sur les chaussures avant, mais j'avoue, très belle. Donc c'est vrai que dans le reste à vivre, c'est hyper important de le prendre en considération, mais quoi qu'il arrive, il y a quand même cette notion de taux d'endettement qui existe quand tu es envisagé par la banque comme un particulier. Maintenant, on change le storytelling et on change l'angle du dossier. Je ne suis plus un particulier, je suis un professionnel. Eh bien là, j'agis comme une société d'exploitation et donc je ne vais plus regarder vraiment mes revenus, mon endettement, mon loyer, ma RP, la pension, le divorce, le tati, le tata. Je vais regarder l'exploitation. Donc, sauf au début, tu vois, si par exemple tu as... Enfin, ça, c'est vraiment ton taf. Tu me dis si je me trompe. Mais si tu as deux particuliers qui t'écoutent là et qui disent « Ok, bon, très bien. Alors, nous, on va acheter un truc. Donc, on va faire une SCI à l'IS ou à l'IR, anyway, tu vois. Et c'est leur première opération. Bon, ils vont partir sur les revenus des associés de la SCI. Donc, ça revient... pour la première opération, ça revient un peu au même, non ? Ça va pas vraiment revenir au même. Effectivement, quand ta SCI est à l'IR, il n'y a pas de sujet, elle est transparente, donc ça, il n'y a pas de sujet. Maintenant, quand tu vas vraiment montrer à la banque que tu vas travailler le produit immobilier, en fait, en l'occurrence, cette stratégie, elle s'adresse vraiment dans le cas où tu veux faire une opération de marchand de biens, tu veux monter une société de marchand de biens, ou que tu veux créer ta foncière, par exemple. Et quand tu agis en foncière, donc en fait, tu as deux angles d'envisager ta foncière. Soit je suis David Broman et je fais... un LMNP par-ci, un LMNP par-là, et je suis toujours David Broman. Et c'est moi qui emprunte. Et donc, j'ai tout ce que tu as dit qui est vrai. J'ai le taux d'endettement, j'ai les revenus, j'ai les tati, j'ai les tata. Soit je suis SAS David Broman, et je veux monter une foncière avec... Et puis, j'explique, en fait, quel est mon endgame, quelle est ma vision, quel est mon machin. Et donc là, j'agis comme une société d'exploitation. On va te demander... On va pas regarder tes revenus. Par contre, on va regarder les opérations. On va regarder la DSCR. Donc, de quelle manière est-ce que les loyers couvrent l'échéance de prêt. Donc là, tu as plutôt intérêt à avoir une très bonne renta. Parce que la banque va demander 120% de DSCR. Donc, pour une échéance de crédit à 1 000 euros, elle va demander 1 200 euros de revenus locatifs. Mensuel, donc c'est ça, 120% de DSCR. Et elle va regarder l'opération et elle va regarder l'opérateur. Elle ne regarde pas la ville ? Si, l'opération, la ville... Mais ça veut dire, par exemple, sur le papier, il y a des deals à Marseille, il y a des immeubles à Marseille où tu peux avoir une mensuelle à 100 000 et 120 000 de loyer par an. Est-ce qu'ils y vont sur des trucs comme ça ? Bien sûr. Les banques de Marseille, en l'occurrence, nous, on va aller solliciter des banques plutôt locales qui vont bien réussir à appréhender le risque. Mais elles sont au courant du marché, elles savent appréhender le risque ? Ah oui, bien sûr. Elles savent appréhender le risque. Après, ça va dépendre. Parfois, on va te demander 120% de DSR, parfois, on va te demander 110%. Parce qu'on va dire, bon, ça va, le marché il est moins risqué, donc ça peut aller, parfois. Mais en tout cas, l'approche, elle va être différente. Et en fait, je dis ça parce que toi, on voit tout le temps des opérations immobilières et des structurations de financement. Mais pour nos auditeurs, c'est aussi très important parce que soit tu es David Broman, soit tu es SAS David Broman. Et dans les deux cas, ça n'est pas du tout le même banquier. Bien sûr. Qui étudie ton dossier. Ça n'est pas du tout le même comité, ça n'est pas du tout le même risque, ça n'est pas du tout les mêmes métriques qui sont regardées. Dans un cas, on va regarder le taux d'endettement 35, enfin pas le cas de David parce qu'il gagne encore bien sa vie, donc on va pas regarder son taux d'endettement, on va regarder son reste à vivre. Et dans l'autre cas, on va regarder l'opérateur, l'opération. Point. Mais là, tu vas me dire, il y a un piège parce que l'opérateur, il faut quand même qu'il ait un peu du track record. Comme tu l'as dit tout à l'heure, sa première opération, comment on fait ? Donc c'est pour ça que c'est très souvent le cas que lors de ta première opération, quand tu veux te professionnaliser, donc encore une fois, monter une foncière, il ne s'agit pas de faire un LMNP par-ci, par-là, eh bien, ta première opération, souvent, tu l'as fait en étant accompagné, donc en t'associant. Et c'est quand que la relève fait des trucs pour les foncières ? Mais attends, mais t'es fort. En plus, j'ai même pas parlé de la relève. T'es hyper fort. Ouais. T'as fait c'est fou. Non, mais la relève pour le marchand, ça, c'est fine, c'est génial. Je sais que ça marche trop bien. Donc, je suis hyper content pour vous. Et je t'ai dit, je suis fan en plus du modèle et tout. Mais quand est-ce que vous faites la relève foncière ? Écoute, j'ai pas envie de... C'est dans les plans ou non ? C'est totalement dans les plans. J'ai pas envie de spoiler, mais on est effectivement en train de réfléchir à accompagner en long terme. Mais pourquoi tu veux pas faire de marchand ? Parce que t'aimes pas le marchand. J'aime grave. Alors. C'est là où on gagne vraiment de l'argent. Et puis j'en ai fait beaucoup aux États-Unis. Exact. Mais j'ai pas le temps.
Oui, ça c'est vrai qu'il Il faut du temps. Il faut opérer l'opération. Moi, je voudrais être côté la relève, à la limite. Ouais. D'investir chez les gens qui ont le temps. Bien sûr. Ça, à la limite, ça m'intéresserait. Mais être client de la relève, franchement, je vais pas y parvenir. Non, mais je comprends. Tu as raison. Parce que là, en l'occurrence, là, on le répète, quand on a une activité de marchand, donc on identifie un actif. L'actif, il fait de la... Ah oui, c'est vrai. Tu crois que c'est du... Ouais, c'est du vrai whisky. Hein. Ah ouais? Ouais, c'est bon. Tu vas te servir un verre? Ah non, pas du tout. Non, pas maintenant. Là. L'opérateur va donc trouver l'actif. Il source de manière à bien acheter. Alors ça, c'est quand même la base quand tu es marchand de biens, c'est qu'il faut quand même acheter correctement à l'acquisition. Ensuite, il va créer de la valeur. Donc, c'est pour ça que David dit qu'il faut quand même avoir le temps, parce que créer de la valeur, ça passe par travailler le produit, peut-être faire des travaux, peut-être changer la destination, peut-être changer l'affectation, peut-être changer le locataire. Mais même trouver le produit, c'est un travail. Oui, même sourcer, alors ça, on aide. Oui, alors ça, on aide, en l'occurrence. Ok. On aide. On a des agents IA en plus qu'on a développés. Donc, effectivement, il y a quand même un coup de main. Mais les membres de la relève viennent quand même avec leur sourcing. Et en fait, c'est leur sourcing direct. C'est limite la famille, les amis, l'ancien immeuble, la gardienne, tu vois. Et c'est des gens qui trouvent des pépites et qui, vu qu'ils sont débutants, comme tu l'as bien dit tout à l'heure, ils ont du mal à trouver le financement, à bien maîtriser tous les rouages, tout le parcours, etc. Et c'est pour ça qu'ils nous rejoignent. Bref, donc effectivement, avoir une opération de marchand de biens, ça nécessite d'avoir le temps de travailler le produit, de créer la valeur et ensuite de le vendre. Donc donc être investisseur. Et alors toi, moi je suis chaud pour la relève côté investisseur. Ouais, avec plaisir. Mais pourquoi tu m'as jamais proposé ça? Parce que vous le faites vous on direct. On le fait en plus. Alors nous, on le fait en direct, bien sûr. On met nos fonds propres. Et à côté de ça, on a des parrains. Et pourquoi ça tu m'as jamais proposé? Je t'avoue que je sais pas. Je t'avais pas encore. C'est vrai que c'est fou. Non, c'est vrai. C'est fou, tu m'as identifié pour qu'on parle de la relève et tu m'as pas... totalement. Ça se fait pas. Hein. Non, j'avoue que ça se fait pas. Mais attends, rassure-toi, j'ai pas fait encore 10 000 opérations. Donc il y a encore largement la place. Au moins, t'as combien? T'as eu 10 parrains au moins depuis le début? Ouais, bravo. C'est exactement ça, j'en ai eu une dizaine. Bon, donc tu es loin derrière, ça veut dire... Bon, cercle très très proche, ne sois pas trop... C'est abusé, ça se fait pas Non, grave. mais sois pas triste. Non, mais franchement, sois pas dégoûté. Cercle très 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 proche, toi tu fais partie de notre cercle proche, mais peut-être je dirais juste deuxième couronne, tu vois. La délicatesse. Tu sais, la méchanceté dans la délicatesse. Non, là, on a pris les bons au début... Et en fait, maintenant qu'on a notre truc, on peut barber d'autres. Donc, on te revient d'ici peu. Ok, j'ai compris. J'avais vraiment envie de mettre de côté les meilleures opérations pour toi. T'es trop forte. Ok, je suis chaud. C'est bon, je suis chaud pour les meilleures opérations maintenant. C'est bien. Il y en a plein qui arrivent là en plus. Il y a une opération coup de poing qu'on est en train de faire sur plein de petites superficies à Paris. On achète un portefeuille de 10 petites superficies à Paris. Là, franchement, je te le dis en avant-première. Je te le dis vraiment en avant-première, vraiment. Eh ben, je veux pour ça. Pour le coup, là, je veux ça. Je spoil un peu, là, pour le coup. Ok. Pierre, mon associé que tu connais, je sais pas s'il va me... Si, on s'est hyper bien entendu avec Pierre. Il va me dire, mais qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi tu spoil? On s'est bien entendu, on est copains. Ok, là, je suis chaud sur ça. Alors, justement, pour revenir à l'investissement, la dette, etc., est-ce que ça t'arrive d'utiliser de la dette pour investir, justement? Alors, quand tu investis, par exemple, dans des... est-ce que tu investis autrement que dans l'immobilier, déjà? Oui. J'investis dans des entreprises. Dans des entreprises, plutôt start-up? Oui, parce que mes moyens me permettent d'investir dans des startups. J'aimerais bien faire ce qu'on appelle du capital développement, mais c'est tout de suite des sommes qui sont beaucoup plus importantes et que j'ai pas. Et j'ai pas un track record. Pourtant, ça fait plus de 10 ans que je fais ça et j'ai investi dans, je sais pas, peut-être 20 compagnies. Mais en tout cas, la banque ne me prête pas d'argent aujourd'hui pour mes activités de private equity. D'accord. D'abord parce que je l'ai fait en nom propre. Peut-être que si c'était via une société, peut-être que oui. Mais donc aujourd'hui, je lève pas de dette pour investir dans des sociétés. J'y parviens pas en tout cas. Ok. Alors ça, c'est vrai que ça existe, mais c'est quand même un peu compliqué à mettre en place. Mais là, la banque va te dire, ok, je t'alloue une enveloppe, un peu à l'image du Lombard, le crédit Lombard. Donc c'est, je fais du 1 pour 1, je mets 100 000 euros sur une assurance vie, je peux emprunter 100 000 euros. Mais les ratios maintenant sont un peu bonifiés. Donc on va, pour 100 000, on va aller chercher plutôt 150, 160, 180 000 euros mais pour du private equity. Après, l'idée, c'est que tu donnes en fait ton cahier des charges à la banque. Tu dis, moi, voilà ce que j'ai envie de faire. À horizon 5 ans, j'ai envie d'investir sur cette classe d'actifs, celle-là, celle-là et celle-là. Peut-être qu'il y a de l'hôtellerie, peut-être qu'il y a que de l'immobilier. Je suis con, putain, j'ai jamais pensé à ça en fait. Ça peut être, voilà. Putain. Mais pourquoi tu m'appelles pas aussi?
Pour investir dans une entreprise, je sais pas, tu sais que je fais ça, tu m'appelles pas, genre... Parce que tu m'as pas mis sur les OP de marchand. Tu m'as jamais mis sur les OP de marchand de biens. C'est que pour ça que je t'appelle pas. Non, putain, mais c'est hyper... putain, je suis con, mais ça, en plus, ça peut être je le sais de ouf, ça. En plus, tu le sais, ouais, je sais que tu le sais. Franchement, je le sais de ouf, mais c'est fou de pas l'avoir fait. Et sinon, j'ai levé de la dette... Non, on m'a toujours envoyé chier pour de la dette, mis à part l'IMO. Hein. J'ai essayé de lever de la dette pour investir sur l'or. Ouais. Parce que je savais que ça allait monter. Enfin, tout le monde savait quoi. Ça, c'est vrai que ça allait monter. Mais par exemple, dans le cas de tes opérations. Tu viens de dire pardon au micro? Je sais, non, mais je me suis rendu compte que c'est la deuxième fois que je dis pardon. Genre, mais c'est fou de dire pardon au micro. Et c'est la deuxième fois que je le fais en plus. Je viens de me rendre compte. Non, mais c'est n'importe quoi. Et 2 fois, je me dis, mais pourquoi je dis ça? Désolé. Alors, toi, c'est sûr que t'es la cam à dire bonjour à ChatGPT et lui dire merci. C'est sûr que tu dis merci à ChatGPT. C'est sûr. En fait, pour tout te dire, maintenant je dis merci. Mais au début, je disais pas merci. Mais c'est parce que quelqu'un m'a dit que c'était bien de l'éduquer comme ça. Parce que sinon, c'était de l'esclavagisme. Alors, mais c'est très grave. Il faut absolument pas dire merci ni bonjour. Parce que ça humanise le robot, quoi. C'est vrai que ça l'humanise. Ah ouais. Mais on va droit à notre défaite. Mais bats-toi. Dis pas merci. Dis pas bonjour. Tu peux continuer à dire pardon au micro. Mais n'humanise pas ChatGPT. Trouve-moi la réponse, merde. Ouais, exactement. Pardon, je t'ai coupé alors. Par rapport à tes sociétés d'exploitation, donc tu as quand même un peu d'expérience en entrepreneuriat. Est-ce que tu as senti que la dette était un bon effet de levier pour vous? Ah oui, pardon. Bien sûr que j'ai levé de la dette autrement que pour de l'IMO. Bien sûr, merci de me dire, t'as raison. Non, mais bien sûr. J'ai levé une tonne de dettes. Ouais, ça a été un bon effet de levier. Là, je suis trop fier parce que j'ai levé à la BPI en plus. Ouais. Et c'est vraiment une perf parce que on a perf. Ouais, c'est une vraie perf. Est-ce que tu peux en parler ou pas ça un peu? Ah bien sûr, ça y est, on a reçu les fonds, je peux tout dire. Allez, magnifique, bravo. Donc j'étais trop fier parce que ils prêtent. Alors déjà dans l'immobilier, c'est très dur. Ouais. Et dans l'immobilier, en tant qu'agent immobilier, parce qu'à la fin, on a beau se la raconter, je reste un agent immobilier. J'ai une boîte d'agents immobiliers, tu vois. Donc, non, mais tu vois, on se dit genre entrepreneur, PropTech. Bon, frérot, à la fin, on est agent immobilier, tu vois. Et donc, j'ai réussi à lever 160 000 euros. Donc, c'est vraiment beaucoup, tu vois. Et ça a été... Et ça a été un label pour moi, parce qu'en fait, la due deal, l'étude de marché de la BPI, elle est tellement profonde. Ouais. Elle est vraiment, tu vois, tellement profonde qu'en fait, depuis que j'ai levé à la BPI, une vraie somme, parce que pas 20 000 balles, tu vois, genre voilà, une vraie somme, bah, en fait, c'est un white label, quoi. Ouais. Les banques ne nous regardent même plus. Ils me regardent même plus. T'as levé à la BPI 150 000. Wow, ok, c'est bon. Ok, c'est bon. Mais vraiment, tu vois. Et j'ai découvert un truc. Ouais, j'ai découvert un truc de ouf que je sais pas si tu peux le dire parce que c'est tes partenaires quand même, mais les banquiers préfèrent avoir tort à plusieurs que seuls à avoir raison. Oui, c'est vrai. C'est un truc de ouf. Il y a quand même un effet de groupe, quand même, bien sûr. Putain, ils vont pas se contredire. Le LCL t'a prêté tant. Vas-y, on s'aligne. La BPI t'a prêté tant. Vas-y, on s'aligne. Ouais, exactement. Et je te dis, ils ne regardent même pas ton truc. Ouais, et avant de lever à la BPI, j'avais été voir d'autres banques qui m'avaient dit non. Et qui maintenant me disent oui parce que la BPI a dit oui. Donc c'est voilà. Donc retenez bien cette phrase, les gars. Les banquiers préfèrent avoir tort à plusieurs qu'être seuls à avoir raison. Et donc, multiplier le fait d'aller chercher de la dette. Parce qu'une fois que un t'a prêté, ça ouvre les portes des autres, tu vois. Exactement. Donc, oui, moi, je pense que ma réussite, si on peut dire, ma réussite, parce qu'on a des bons résultats, donc il n'y a aucun problème à dire ça. Ma réussite, elle est due en grande partie à la dette que j'ai levée. J'ai pu développer des projets. Et alors, ça servait à quoi les 160 000 euros que tu as développés? C'était vraiment pour développer pour du recrutement? C'était pour... Alors là, pour la BPI, c'est pour développer des villes sur notre projet locataire-propriétaire. Voilà, ok, c'est pour ouvrir des villes. Okay. Ouais, j'ai levé aussi de la dette beaucoup pour de la tech. Ça coûte cher, la tech. Ouais, la tech, ouais, très bien. Donc, nous, on n'est pas une boîte tech, mais disons qu'on tourne... Enfin, la tech a une place très très importante, quoi. D'ailleurs, on le voit, hein, moi, mon CTO, il a quasiment la même place que le directeur commercial, ce qui était un truc impensable avant. Incroyable. Il y a 10 ans, il y avait le directeur commercial, c'était le patron, et c'était un stagiaire, quoi, le mec qui nous faisait l'informatique, quoi. On l'appelait le geek, quoi. Aujourd'hui, le CTO, il prend des parts.
Tu vois, non, mais tu vois. Et si jamais il se barre, t'es vraiment mal. Exactement. En fait, le CTO, c'est le mec des travaux pour les gens de l'IMO, tu vois. C'est ça. On comprend rien, tout est sur lui, tu vois. C'est le chef de chantier. Ouais, il y a souvent des mecs qui tiennent ton business. Donc, dans l'IMO, c'est le mec des travaux. Dans la restauration, c'est le chef. Et ben, dans l'entrepreneuriat, c'est le CTO. Tu vois, genre vraiment, voilà. Donc, on a levé de la dette, voilà, pour de la tech et pour développer d'autres villes. C'était long, c'était fastidieux, c'était chiant quand t'as fait ce dossier. D'abord, c'était non. D'abord, c'était que non. Combien t'as eu de non? Non, mais ce qui est fou, c'est que, pardonne ce manque d'humilité, mais genre, moi, j'ai eu des noms, quoi. Ouais. Ça veut dire, ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans que tu fais ce métier. Ça fait 15 ans que je suis ça. Que t'es J'ai jamais légitime. déposé le bilan d'une boîte. J'ai tout le temps bien gagné ma vie. Ouais. Ok, il y a eu la crise, les chiffres en baisse, mais chiffres quand même. Tu vois, chiffres en baisse, mais chiffres quand même, tu vois. Et j'ai monté donc Broman & Cal, la nouvelle boîte, il y a 18 mois, et ils m'ont tous envoyé chier. Ça m'a mis un vrai coup d'humilité. Parce que t'avais 18 mois, ils t'ont envoyé chier? Non, j'ai essayé de lever au bout d'un mois, à la création. Oui. Bon. Mais quand même. Donc ils t'ont dit reviens dans 2 bilans. Et ouais, ils m'ont fait les réponses de Monsieur Lambda. C'est ça. Et ça m'a mis un vrai coup d'humilité parce que ça fait 13-14 ans que je suis dans le game de ce truc-là. C'est clair. Et voilà, donc du coup, j'ai été voir la BPI. Combien de noms t'as eu, tu te rappelles ou pas? Genre 20 ou 4? Non, genre 4. Okay. Genre 4 parce que j'ai abandonné. Après, je me suis dit, c'est le système. En fait, ils vont... Ok, peut-être... voilà, si 4 m'ont dit non, voilà. Non, mais en plus de ça, moi, j'ai une sorte de family office qui m'accompagne, qui a investi dans ma boîte. Hein. D'ailleurs, le K de Broman & K, c'est le nom de mon investisseur. Et donc, alors ça va vous décourager, hein, peut-être si vous nous écoutez, mais j'ai eu des noms avec 1,5 million levé. Ouais, c'est fou. Donc j'ai eu des noms avec 1,5 million sur le compte. Tu vois, donc, écoute, je sais pas. Ils aimaient pas ma gueule, j'en sais rien, tu vois. Non mais même quand je t'en parle maintenant, ça me rend fou. C'est-à-dire, j'avais 1,5 million sur le compte, je cherchais à lever 160 000, le mec m'a dit non. Mais... Moi, je pense vraiment pour que tu te redétendes, c'est toujours une question. Quel enculé, ce gars. Non, mais je te jure, c'est fou, non? Ok. C'est toujours qu'une question d'homme. T'es pas tombé sur le bon homme avec un grand H. 4, quoi. T'es tombé sur 4 mauvais. Alors, moi, ce que je dis, c'est que, et d'ailleurs, je le dis à mes équipes, s'ils m'écoutent, ils vont peut-être sourire, on s'arrête jamais à un nom. Ça, c'est devenu un hashtag chez moi. D'ailleurs, je l'avais même mis en néon. Je l'ai mis au Noël de l'immobilier. Je le mets à ma soirée des 10 ans. Je le mets partout. On ne s'arrête pas à un nom. Déjà, c'est un hashtag. Et on peut, nous, avoir... Nous, je crois que le max de noms qu'on a eu pour un opérateur, et tu sais, comme nos clients sont plutôt le gros calibre, les gros professionnels, des génies de l'immobilier, d'ailleurs, le max qu'on a eu, c'est 26. 26 noms. Mais je connais même pas 26 banques. Ah bah, il y en a un pourtant. Oui, mais je peux t'en citer. Dans les 26, je peux t'en citer 20 que tu n'as jamais entendu. Putain, ok. Tu vois, des triodos, des machins, tu vois, des trucs comme ça que tu n'as jamais. Bon, sans les citer, hein, parce que. Attends, du coup, il faut que j'en cite d'autres. Alors, Cité Générale, BNP, Warmsers. Tu t'es cru sur M6 ou quoi? Je me suis créé sur. Tu cites rien du tout. Excuse-moi, mais on a plusieurs auditeurs et j'ai pas envie de froisser. C'est pour pas les froisser, c'est pas genre pour leur com, tu fais pas genre. Pour leur com, mais si jamais j'ai mes partenaires bancaires que j'adore qui m'écoutent et qui me disent non, mais attends, nous c'est d'accord. Ok. Non, je croyais que tu le disais genre pour leur com. BFM. Ouais, c'est ça. Je me suis dit, frérot, on est écouté par 7 personnes. Il y a 4 collaborateurs à toi. Il y a ton mari et il y a 2 banquiers. Voilà, c'est tout. Peut-être ta maman. Peut-être ma maman. Elle va rien comprendre là. Mais ouais. Genre, faut que j'en cite d'autres. Elle m'a dit, mais n'importe quoi. Mais j'ai compris que c'était pour les partenaires. T'as compris le schéma. Ouais. Mais en tout cas, pour justement cet opérateur-là, 26. Mais ça veut dire, c'est un peu le message que je veux passer, et peut-être toi aussi pour l'avenir, mais c'est pas parce que t'en as eu 4. Tu sais, dans un bureau, dans une banque, déjà, c'est pas une question de banque, c'est une question d'homme, parce que c'est pas la banque A ou la banque B qui foire, c'est l'humain à l'intérieur. Et comme je le dis toujours, dans le même bureau de la même banque, tu vas avoir la chèvre et la star. Si tu t'es adressé à la chèvre à chaque fois, qui a mal compris ton projet, qui l'a mal pitché à son comité, qui l'a mal machin, c'est sûr. Mais attends, quand tu as des noms, par exemple, tu vas dans une banque, tu as un nom. Quand tu vas dans la deuxième, tu changes le pitch. Genre, tu feedback. Ouais, d'accord, ok. Sûr. Donc, tu feedback et tu changes un peu le truc. Donc, en fait, tu n'as pas juste eu oui à la 27e banque, là, pour ton client. Tu as eu oui aussi après 27 fois
Ou tu as changé un petit peu la presse et les chiffres? Parfois, je change un petit... Alors, je change pas du tout les chiffres, ça, parce qu'on fait pas ça. Par contre, je change un peu le storytelling. Exemple, tu veux faire de la croissance externe. Tu veux acheter une boîte, comme tu l'as dit, de courtage. La boîte de courtage que tu as repérée, elle te dit, OK, on fait un share deal, donc on achète les parts sociales, et mon prix, c'est 1 million. La banque te dit, je ne finance pas les cabinets de courtage et encore moins pour 1 million parce que c'est au-dessus de 800 000. Pourquoi tu finances pas les cabinets de courtage? Parce qu'aujourd'hui, c'est une profession à risque. Et pourquoi tu finances pas 1 million et 800 000? Parce que ça sort de ma délègue. OK. Ça, c'est de l'autre storytelling initial. C'est ta demande initiale. Financer les parts sociales à hauteur d'1 million. Tu n'y arrives pas comme ça, eh ben, tu vas changer le storytelling. Tu vas pas changer les chiffres, mais tu vas changer le storytelling. Mais comment tu vas pas dire à la boîte de courtage que tu vas racheter, change ton statut, si? Pas du tout. Ah, alors quoi? Ah non, mais ça, c'est pas possible, ouais. C'est pas possible, tu vois. Alors, non, tu vas dire, par exemple, alors soit tu vas chercher un petit peu d'equity pour redescendre dans la délégation. Ça, OK. Ça c'est le plus facile de passer des 1 million à 800 000, c'est le plus facile, OK. Ça, c'est plus facile. Ensuite, peut-être que tu as d'autres moyens de trouver 1 million dans ton univers. Je te donne l'exemple d'un client qu'on est en train de faire. Justement, on fait un share deal d'une activité qui est un peu blacklistée. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, on dit à la banque, OK, tu veux pas financer exactement cette société-là. Et ben alors, je vais te demander de me financer là-haut, ma holding. Et après, moi, je vais redescendre l'argent. Et dans ma holding, j'ai plusieurs actifs immobiliers qui sont un peu libres de dette. Donc, je vais te demander de refinancer l'immobilier ici. Parce que j'ai beaucoup de place, j'ai beaucoup de marge hypothécaire. Donc, je vais te demander de refinancer l'immobilier ici. Je vais récupérer 1 million, faisons simple, de ma holding et je vais les redescendre et je vais payer mes parts sociales. J'ai changé de storytelling. À un moment donné, comme tu le sais très bien, parce qu'en plus tu le dis aussi beaucoup, faut arrêter de se heurter, se buter comme ça. Tu vois, quand ça passe pas, c'est que bon, ça passe pas. Bien sûr. Faut être agile, quoi. Donc ça, c'est une des méthodes de changer le storytelling. Et pour la petite histoire, le 27e oui qu'on a eu, c'était avec une banque qui nous avait dit non à la base. Donc, on est retourné voir la banque. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut peut-être, je pense, garder en tête. Toujours, encore une fois. La banque, pas le conseiller. On était retourné voir la banque, mais pas le même banquier. Exactement. Et puis, il y a plein de départements de banque, tu vois, machin. Donc, toi, ça, c'est quelque chose que tu utilises beaucoup. Donc, le levier bancaire. Mais alors, il n'y a pas que donc, on parle d'effet de levier, mais on parle de dette, mais il n'y a pas que la dette bancaire. Est-ce que tu utilises d'autres types de dettes? La dette obligataire? Alors non, mais je sais que c'est très intéressant, je sais que c'est très bien. En fait, j'ai pas eu l'occasion de le faire. Et je crois que je manque de connaissances aussi, tu vois. C'est-à-dire, c'est pas le truc qui me vient directement en tête. Je lis sur ça parce que je m'y intéresse, mais non, j'ai pas fait. Ok. Et ça, alors c'est vrai que dans ton univers, peut-être aussi de l'immobilier dans le neuf, c'est pas quelque chose qui est commun. Non, mais moi j'investis. Mais toi, t'es investisseur. Ouais, j'investis pas dans le neuf spécialement, tu vois. Oui, toi, t'investis. Donc non, ça devrait me parler, tu vois. On parle aussi de mezzanine, etc. Des choses là. Ils m'en parlent, je vois des mecs qui achètent des belles voitures qui ont fait ça, donc je me dis ça doit fonctionner, tu vois. Mais franchement, je suis pas du tout calé. Et tu sais vraiment, et c'est mon problème du fait que l'immobilier ne m'intéresse pas. C'est-à-dire que si l'immobilier m'intéressait, je pense que je chercherais, tu vois, ces trucs-là. Mais moi, j'achète de l'immo que pour me sécuriser. Tu sais que pendant longtemps, j'ai arrêté de penser comme ça, mais quand j'achetais un petit appart, tu vois, je dois avoir pas du tout beaucoup d'actifs par rapport à d'autres, mais plus que, évidemment, que la moyenne, tu vois. Je comptais en retraite. Je disais, ça, à la retraite, ça va me ramener 1 400 €. Oh là là. C'est pour te dire à quel point... Dans 25 ans. Ouais. Non, mais c'est pour te dire à quel point... Je sais même plus quel âge t'as. 42 ou 43, je sais 43. Plus. Pourquoi direct t'as dit 43? Je t'ai dit, je sais pas. Donc tu dis, je sais pas, toi aussi. Tu vas pas, toi, savoir là ce que j'ai. J'avoue, j'ai retenu le... C'est incroyable, ça. Donc voilà, tu vois, je comptais en points retraite. C'est te dire à quel point je suis à l'ancienne et voilà. Il faudrait que je me forme à ça. Et aujourd'hui, tu es satisfait du matelas de retraite que tu t'es construit ou tu vas toujours... Tu connais la définition de la richesse. C'est savoir se satisfaire de ce qu'on a. Okay. Donc, j'essaye de plus en plus de me satisfaire de ce que j'ai. Et surtout, j'ai arrêté la compétition. C'est-à-dire qu'avant, je regardais tout le temps, tu vois, là où j'ai rencontré Pierre. Ouais. Si je voulais me comparer... Enfin, là, c'était... Voilà, on était... Pourquoi pas Non, mais
non. Bon, Enfin, tu vois, c'est du lourd, mais pourquoi pas? Non, mais tout, c'est du lourd. Enfin, Bah je veux dire, voilà. Mais surtout, j'étais malheureux de me comparer à chaque fois. Et donc, maintenant, j'arrête de me comparer. Je suis OK, je suis en paix. Non, mais tu vois, voilà, je vais avancer. Et, voilà. Mais il faut que je me forme sur la dette obligataire, vraiment. Tu peux me former, toi? Moi, je peux te former à tout ce que tu veux. Je suis même en train de monter un parcours de formation là-dessus. Mais non. Bah, si. Mais Là-dessus, sur la dette au global ou sur la dette obligataire? Non, sur la dette au global. Et ma première cible, c'est les agents immobiliers. Mais je ne l'ai pas encore sorti, c'est pour ça. Attends, mais c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, mais moi, dès que tu fais une formation, je t'envoie mes gars. Bah, c'est ça, mais c'est exactement Et le je sujet. m'envoie moi aussi. C'est exactement le sujet. De manière à ce que tout le monde puisse être un petit peu autonome, déjà sur comment est-ce que tu vas pouvoir maximiser un bien pour ton client. Parce que tu sais, parfois, alors toi, bon, c'est pas trop ton cas, parce que dans le neuf, t'achètes du neuf. Mais quand tu fais, par exemple, de l'ancien, et que tu achètes un appartement à usage de bureau, tu achètes un bureau, tu as des agents immobiliers qui vont dire c'est un bureau, point. Et qui vont vendre un bureau. Mais parfois, le meilleur storytelling, c'est... Bah, évidemment. Tu vois, non, mais évidemment. Alors change la destination, change le truc, change le machin. Oui, mais évidemment. toi, tu sais, mais combien d'agents immobiliers sont vraiment au courant de ça? Mais il faut pas leur dire, laisse-nous être meilleurs qu'eux. Ah là là, t'as la même réflexion que mon associé. Putain, vous êtes forts, c'est fou. Mais non, mais oui, il faut pas leur dire. Ils m'ont dit la même chose. Ne vends pas ça. Laisse-nous gagner. Mais écoute, moi, j'ai fait un truc. Alors, putain, j'ai honte, mais... Ah oui, tu as commercialisé. Bon, j'ai un peu honte. Genre. Bon, bref, nous, on est une formatrice en interne. OK. Et du coup, comme on est un petit peu visible, souvent, on essaye de démarcher mes commerciaux pour aller travailler autre part, ou ils essayent de démarcher ma formatrice pour avoir nos techniques de vente. Tu vois. Là. Et, mais OK, c'est de bonne guerre. Et là, un jour, elle me dit, mais putain, il y a tel cabinet, putain, ils m'ont fait une belle offre. Hein. Ah. Je lui dis, ah ouais. Je lui dis, ça te plairait? Elle me dit, en one shot, quoi, comme ça, c'est une belle offre pour aller les former, je sais pas, genre 2 jours. Je dis, vas-y. Elle me dit, mais c'est complètement contraire à notre contrat. Et je dis, c'est pas contraire si tu les formes sur autre chose. Et donc, elle a formé mes concurrents à une technique de vente catastrophique, genre de 2017, tu vois. Genre, elle est restée bloquée en 2000. Je vous passe le bonjour, les gars. Voilà. Vous avez dû vous en rendre compte, de toute façon. T'as bien vu que tes résultats n'ont pas... voilà. N'ont pas été améliorés. Le cheval de Troie. Mais... Donc, je pense comme ton assos. Tu penses comme mon assos, mais moi... Mais c'est toi qui as raison, en vrai. Hein. Mais en vrai, t'as plein d'agents. Alors, t'as ça déjà, t'as les changements de destination, etc. Et puis, t'as surtout les former à garder la valeur chez eux. C'est-à-dire que c'est eux qui trouvent l'actif immobilier. C'est eux qui trouvent l'acquéreur. Et c'est pas eux qui trouvent le crédit. Ouais. C'est dommage. Ouais, c'est con, t'as raison. Pourquoi? Trouve le crédit. Et attends, tu vas me trouver, tu crois, une boîte de courtage sans déconner à racheter ou non? Franchement, je vais te dire la vérité. Moi, de mes confrères, parce que vraiment, on s'entend tous très bien. Dans cet univers, mais tu sais, nous, on n'est pas dans l'univers du courtage des particuliers. Donc, bon. Mais t'en connais pas Moi, j'en connais beaucoup qui sont morts déjà. C'est ça que je veux. Ouais, mais morts, c'est fini, là, t'arrives après la guerre. Ils sont morts, pas en train de mourir. Ils sont froids, ils sont au cadavre, ils sont glacés, tu vois. Ouais. Donc là, c'est un petit peu difficile, mais dans mon univers, tu peux trouver encore des... Après, c'est toujours une question de prix. Hein. Combien t'achètes ça? Combien de fois? Au marché. C'est quoi, je crois que c'est 2 fois et demi. le chiffre d'affaires? 2 fois et demi, je crois. 2 fois et demi le chiffre d'affaires? Je crois. Moi, je sais pas. Je crois que c'est 2 fois. En fait, ça dépend des régions. Ça change tout le temps. Non, mais ça dépend de. Je crois que l'Île-de-France, c'est 2 fois. Je crois que dès que tu vas sur des villes un peu cheloues, plus loin, c'est 2 fois et demi. Moi, je pense surtout que ça va quand même évoluer. Toi, tu penses quoi sur l'évolution du crédit? Tu penses qu'en 2035, en 2040, en 2000, même avant, on va utiliser le crédit de la même manière? Tu penses pas qu'on va avoir d'autres sujets? Attends, on parle des crédits ou des courtiers? Non, moi, je te parle des crédits. Non, les courtiers... Non, les crédits, on va utiliser... la tokenisation, tout ça. Ouais. Non, on va utiliser plus. Toi, tu penses? Ouais, vraiment, beaucoup plus. Je pense que le crédit va être dans les... comme aux États-Unis. C'est-à-dire que tu vis avec le crédit. Ouais. Tu vis avec le crédit, tu vis avec ton crédit score. Ouais. Vraiment, ça veut dire, c'est dans ta présentation, limite, quoi. Tu vois, genre, voilà. En revanche, pour les intermédiaires, je sais pas si ça va véritablement continuer autant. C'est ça.
Ouais. Moi, je sais pas non plus. Je doute en plus avec tous les agents IA qui se montent, avec beaucoup de... Tu vois, c'est quand même pas facile. Ceux qui arrivent à lutter, ils sont très forts. Parce qu'ils arrivent toujours à survivre, ils arrivent toujours à... Bon, après, ils ont une très forte présence sur le territoire, mais c'est quand même pas évident de subsister De ouf. par rapport à ça. Alors, toi, t'es protégé parce que toi, t'es spécifique quand même, tu vois. Ouais, moi, je suis une niche. Ouais, exactement. Donc, je parlais pas de gens comme toi, mais le courtier, je sais pas moi, qui a ouvert son truc CAFPI, lui, ça va être complicado. Hein. Ouais, c'est ça. Franchement, lui, ça va être complicado parce qu'on va tout avoir. L'info est de plus en plus transparente, elle est de plus en plus accessible. Toi, t'as déjà fait appel à titre perso à un courtier? Ouais. Ou toi, tu vas vraiment voir tes banquiers seuls. Non, ouais. Ça veut dire que j'ai jamais eu de demi-mesure. En fait, soit j'étais frais, soit j'étais broke. Donc, tu vois, quand j'étais broke, j'étais broke, et quand j'étais frais, après, tu mets la pression, quoi. Non, mais c'est vrai. J'ai jamais été normal. Ça veut dire, même là, on pourrait considérer... Enfin, là, je suis pas normal par rapport à d'autres qui nous écoutent, et je suis broke par rapport à d'autres qui nous écoutent. Anyway, mais surtout, là, je t'ai dit, je suis au max de mon endettement. Mais sinon, à chaque fois que j'ai acheté, en plus, j'achetais en bon père de famille, tu vois. Je gagnais très bien ma vie, mais j'achetais un petit 2 pièces. Donc, du coup, ça allait, tu vois. Donc, non, j'ai jamais fait appel. T'as toujours été clair dans tes investissements? C'est des appartements, c'est des machins? Ou parfois, tu t'es emballé sur des... Non, tu rigoles, j'ai fait des trucs hyper exotiques. D'abord, j'ai une foncière, enfin, j'ai un mini-fonds d'investissement, pas une foncière, un mini-fonds d'investissement aux États-Unis sur de l'immobilier où j'achète aux ventes aux enchères. D'accord. Je suis en train de déposer. D'accord. Je me suis fait... Bon, mais j'ai bien vécu 10 ans avec, mais voilà. J'ai des locaux commerciaux. J'ai des apparts, j'ai du résidentiel. J'ai pas de bureau parce que j'aime pas. Mais voilà. C'est juste que t'aimes pas, c'est pas parce que t'y crois pas. Oui, j'y crois pas. J'y crois moins. Non, tu peux ne pas. J'y crois moins, j'ai pas de parking. Moi, je crois à l'entrepôt, mais j'aime pas. Ouais. Moi aussi, je crois en l'entrepôt. J'en ai pas. Parce que, pour le coup, autant ça me fait chier de visiter un appart, mais m'amener dans le 77, là-bas, visiter un truc où il fait froid, il y a que de la tôle et tout, je peux pas. Voilà, c'est pas possible. Donc, tu vois, vraiment. Vraiment. Mes chaussures, ça passe pas. Non, mais c'est ça. Donc, donc j'ai fait des ventes aux enchères aux États-Unis, de l'habitation, des locaux commerciaux. Et après, je t'ai dit des entreprises où ça, c'est encore plus casse-gueule, tu vois. Oui. Donc, tu as quand même plusieurs classes d'actifs. Donc, tu crois en la diversification. C'est la base. C'est la base. Et dans les plusieurs classes d'actifs que tu as, lequel a le meilleur ratio Le meilleur renta? Ouais, renta versus sécurité, prudence. Eh ben, écoute, pourtant, je suis pas hyper fan de ça, mais c'est mes locations courte durée. Ouais. Écoute, franchement, c'est ce qui... Alors, j'ai acheté du prime, hein. J'ai acheté rue Mandars à Montorgueil pour les Parisiens, en plein Montorgueil. Tu vois le fridge de Kev Adams? Ouais, bien sûr. Là. Sympa. Voilà. Là, ça tourne très très bien. Je crois que je suis à 22 ou 23 de renta. Donc, exceptionnel. Trop bien. Et celui qui marche le mieux, c'est... si jamais on était célibataires tous les deux et que je te chinais, je te dirais que j'ai acheté à Monaco. Mais à toi, je peux te dire la vérité. J'ai acheté à Beau Soleil. Ouais, c'est ça. C'est le Créteil de Monaco. Voilà. Non, mais blague à part, c'est le même trottoir. Ouais, c'est vraiment pareil, tu vois. De toute façon, on peut pas acheter à Monaco. Pour plein de raisons. Pour le prix, pour notre nationalité, pour tout un tas de raisons. Mais d'abord, les 100 000 € le mètre carré en rez-de-chaussée, déjà. Ouais. Donc, j'ai acheté à Beau Soleil. Mais je sais pas comment te dire à quel point c'est collé. C'est le genre trottoir pair, c'est Monaco. Trottoir impair, c'est Beau Soleil, tu vois. Ouais. Et alors ça, en LCD, c'est un carton. Un carton de ouf. C'est combien de renta? Alors, j'ai pas calculé parce que c'était difficile, parce que j'ai fait sur ça, j'ai fait un Pinel optimisé en déficit foncier. D'accord. Tu vois ce truc ou pas? Ouais. Bon, bref. Et donc, c'est difficile de calculer la renta, la vraie renta, parce qu'en fait, j'ai récupéré pas mal grâce au déficit foncier. La seule, je sais pas, je dirais, plus de 20. Oh là là, c'est exceptionnel. Ouais. Mais c'est des petits trucs, hein. Non, mais c'est Mais il n'y a pas vraiment de sujet sur la taille. Hein. Je pense que si. Je pense que de faire un plus de 20 de renta sur du LCD sur un 5 pièces, c'est pas possible. Donc si on en est à donner... Enfin, tu vois, c'est parce que je le loue hyper régulièrement et que je peux monter les prix. T'achètes un 5 pièces à Beau Soleil avec une piscine dans la résidence. Tu te fais un kiff, mais je suis pas sûr que ça soit rentable. Ouais. Donc si, pour le coup, je crois que là, il y a un sujet de taille, tu vois.
Et alors, pas de taille, mais de timing, tu penses qu'il y a un sujet aussi en termes de timing pour faire des investissements, pour emprunter, comment est-ce que toi, tu appréhendes les cycles? Je ne les appréhende pas. D'accord. Je reste volontairement dans le déni, c'est une stratégie. Ouais, donc c'est très intéressant. Ouais. Okay. C'est vraiment une stratégie. J'emprunte dès que je peux. Je négocie jamais les taux. Jamais. Enfin, quand je dis jamais, le mec qui me dit ouais, je te fais ça, j'essaye de lui gratter un peu moins, mais il me dit non. En fait, j'ai déjà pris ma décision. Ouais, c'est ça. Et je vous conseille, je vous recommande. Alors, toi, tu es spécialiste, donc moi, je fais la recommandation du mec lambda. Et oui, très bien. C'est pour ça que j'étais contente qu'on ait cet échange. C'est pour ça. Tu voulais un con un peu pour t'accompagner. J'étais content qu'un mec dise de la merde, ça me permet de briller. mais pas du tout, enfin. J'en ai rien à foutre du taux. Je négocie pas. Ce que je négocie, c'est le fait de mettre le moins de cash possible. Bravo. Voilà. Toi, t'es fort. Et en fait, je me dis, si les taux montent, c'est OK. Et si les taux baissent, je renégocie. Je trouverai tout le temps une banque qui veut racheter ma dette. Alors, je serai tout le temps un peu plus haut que le plus bas qui se fait. Mais j'en ai rien à foutre, quoi. Cash is king. Le moins de cash possible. Bravo. Et rien à foutre de négocier les taux d'intérêt. Et d'ailleurs, je connais pas de véritables professionnels de l'investissement. Qui négocient. Exactement. Je suis hyper négocie le cash. Ils négocient le cash qu'ils mettent. Mais tu verras jamais un type qui dit ah non, j'y vais pas, c'est 4,60, moi je veux 4,52, quoi. Non, ouais. Jamais. La seule chose qui intéresse, c'est de garder le cash au chaud. C'est franchement bravo. J'adore que tu dises ça. Et parce que, alors évidemment, nous, on n'arrête pas de répéter ça aussi. On le martèle. On dit qu'on n'est pas du tout des négociateurs de taux. Il y a quelqu'un qui le fait très bien qui s'appelle Meilleur Taux. Nous, on ne fait pas. Ce n'est pas du tout notre positionnement. Et justement, quand on dit à nos clients qu'on recherche et on structure des financements pour eux, donc c'est ce qu'on fait sur notre société Audit & Coverage, c'est qu'on va structurer de manière à ce qu'il y ait le moins d'equity possible, et on va mettre de la VR, et on va mettre de l'infini, et on va mettre des choses comme ça de manière à ce qu'il y ait le moins d'equity possible, parce que tu as tout à fait raison, c'est la seule chose qui compte. Alors toi, un bon crédit versus un très mauvais crédit, qu'est-ce que c'est alors un mauvais crédit, on a compris, c'est s'il y a beaucoup de fonds propres. Ouais. Est-ce qu'il y a un autre outil que tu as envie de mettre en avant, un truc qui est vraiment chiant, que tu n'aimes pas, qui est pénalisant, qui va être moi j'aime bien, mais on me l'accorde plus, c'était... tu sais, quand tu fais des crédits hypothèques, tu peux pas récupérer l'oseille du notaire. Tu vois ce truc ou pas ? C'est-à-dire que j'ai fait des crédits où il était possible à la vente chez le notaire de garder l'argent tout en continuant à rembourser mon crédit. Ah bah oui, bien sûr. Bah ça, c'est quand tu as une garantie SACEF ou Crédit Logement. Alors, ok, ça c'est... Et que donc tu n'as pas l'obligation de rembourser. Bon, ça c'est des trucs extraordinaires. Je l'ai fait 2 fois sans faire exprès. Non mais tu vois, je lis pas. J'ai fait 2 fois sans faire exprès, donc c'était génial. C'était vraiment game changer, life changer même. Et par contre, maintenant, je sais plus pourquoi je peux plus le faire. Donc, pourquoi tu peux plus le faire ? Je crois que c'est mon crédit. Je sais pas, c'est pas un crédit hypothèque, c'est pas un truc comme ça ou genre qui m'interdit maintenant de garder l'argent. Enfin, il y a pas. Moi, je trouve que tu as donné le conseil le plus ultime qu'on peut donner. Il n'y a pas de meilleur. Franchement, bravo. T'es vraiment... Écoute, tu es le meilleur invité. Arrête. Putain, arrête. Non, mais... C'était qui le pire, déjà ? Non, il n'y en avait pas, je te dis. Non, je les ai vraiment tous. Okay. Mais non, mais j'ai beaucoup de chance. Ils étaient tous exceptionnels, franchement. Non, mais je crois qu'il n'y a pas de meilleur conseil que celui que vient de donner David. Et c'est aussi ce que... Et d'ailleurs, j'en parle avec une cliente en ce moment. Soit tu négocies à l'entrée ton crédit. Donc, dans les choses que nous, on négocie, donc encore une fois, on s'en fiche du taux d'intérêt. Franchement, ça n'a aucun impact. Comme l'a dit David, t'empruntes à 4 ou à 3,8, il ne va rien se passer. Par contre, tu arrives à dealer de ne pas avoir une garantie hypothécaire. Ça, c'est dur. Et d'avoir un organisme de cautionnement qui cautionne ton crédit. Ça, c'est la folie, par contre. Ça, c'est la folie. Attends, mais ils ont compris, tu crois, les gens ? Enfin, alors, attends. Le truc, c'est que, par exemple, tu as levé un crédit de 500 000 € pour acheter un appart. Tu le revends quelques années après, peu importe la plus-value, à 550 000 € si tu as envie. Quand l'argent arrive chez le notaire, il ne rembourse pas ta banque. C'est-à-dire qu'il va rester sur ton compte. Et toi, tu continues de payer tes mensus de 2000 balles. Et donc, ça te permet de te livrer... Enfin, c'est du cash, c'est du free cash. C'est du pur cash, ouais, exactement. Mais qui est quand même... tu dois quand même rembourser... Tu rembourses ta mensu, la mensualité. Bien sûr. Voilà.
Mais quand tu as récupéré 500 000 ou 550 000, comme le dit David, bah derrière, ça te donne un pouvoir d'aller te leverager, un effet de levier qui est astronomique. Ah ouais, bien sûr. Donc, à une époque, quand on arrivait à faire avec 10%, bah, on pouvait leverager 5 millions, du coup. Bon, là, maintenant, c'est un petit peu plus compliqué. Mais déjà, si on arrive à lever 2 millions, 2,5 millions avec les 500 000, tout est une question de... C'est pour ça que je dis la dette, c'est la vie, mais ça peut être la mort aussi. Ça va dépendre de quel va être ton levier de croissance à côté. Si tu fais de la dette pour de la dette, ça n'a pas de sens. Si derrière, tu fais de la dette pour la dette, c'est la mort. C'est la mort. Ouais, c'est la mort. Crédit conso, tout ça, c'est la mort. Si par contre, tu fais de la dette, donc tu arrives avec 500 000 à lever 2 millions, mais que ces 2 millions, ils arrivent à te donner un levier de croissance ultime qui vont eux-mêmes te générer... Pourquoi pas 10%, 20% comme l'a dit David avec son monte-orgueil. Oui, parce que t'as pas et de mon temps. Monaco. Et ton Monaco Beau Soleil. Ouais. Et ton Monaco. Créteil. En fait, en vrai, il est à Créteil. Il n'est pas à Monaco. C'est à Monaco. Il est ni à l'un ni à l'autre. Si tu arrives à trouver du 20% de renta quand tu as levé 2 millions grâce à de la dette que tu payes 2 000 euros par mois parce que tu as gardé 500 000 euros, t'es le roi du monde. Ah, de ouf. Franchement, t'es le roi du monde. Ouais. Ça, c'est un très bon conseil, tu vois, que tu donnes. Donc, un bon crédit versus un mauvais crédit. Ça, je suis complètement... Et je pense à une anecdote marrante qui va te faire marrer. Ah, vas-y. Tu me demandais au tout début la pire anecdote de crédit, etc. Ouais. Alors, c'est pas bien, faut pas le faire, mais à un moment, je mentais aux banquiers. Ouais. Mais pas pour mentir parce qu'ils sont chiants. Parce que dès que tu vas demander pour lever un petit crédit pour un appart, ils te demandent Ta vie. Ta vie. Non, et tous les crédits que tu as encore. Et, puis, oui. Et c'est une fatigue, tu vois. Donc, je voulais mentir vraiment dans... pas pour mentir, pour juste faciliter, tu vois, le truc. Et donc, la meuf, elle me dit... T'as donné 2 apparts sur 20. Voilà, exactement. J'ai donné ceux que j'avais comme info, tu vois. Genre, j'ai tapé crédit IMO dans ma barre de recherche, il y en a 2, j'ai donné les 2, tu vois. Et donc, je suis tout content et j'attends et tout. Et là, je reçois un coup de fil. Ouais, monsieur Broman, ouais, c'est machin de telle banque. Vous nous avez rempli. Par contre, je pense qu'il manque des apparts. Il n'y en a que 2 là. J'ai dit non, mais j'en ai que 2. Hein. Elle dit alors en fait, moi, je vous suis sur Instagram. Et donc. Et c'était extraordinaire. Et je suis désolé, mais je ne peux pas croire, je ne crois pas du tout que vous en avez que 2. Voilà. Ah là là, tu t'es pris le retour. Moi, je me suis pris le retour. Et ensuite, le pire, c'est que j'ai pas retenu la leçon. J'ai dit, ah ok, j'ai rementi à un autre banquier et Papers, quoi. Ah bah, Papers, tu peux plus rien faire, il y a tout. Papers nous a tués. Ouais, Papers nous a tués. Ouais. Et il nous a tués doublement parce qu'en fait, donc d'abord, il te dit tous tes apparts. Mais il y a des villes avec lesquelles il n'y a pas de deal. Tu sais ça ou pas? C'est-à-dire, il y a des villes où il n'y a pas de deal. T'as tapé ton nom sur Papers? Ouais. Est-ce que t'as vu tous tes actifs? Oui. T'as vu tous tes actifs? Oui. Ok, alors t'investis pas dans toutes les villes de France, non? Non, pas de France, mais il y a par exemple Bobigny. Ouais, non, j'ai pas investi. Il deal pas avec Papers. Ah, ok. Montévrain, tu vois la Vallée Village? Ouais. Il deal pas avec Papers. Moi non plus. Avec Vallée Village. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des... J'ai compris. En plus de ça, il y a des actifs qui te mettent pas. Donc tu dis, bon, ok, Papers, ils savent tout, mais au moins le mec tape mon nom sur Papers, il va me trouver frais. Mais même pas, parce qu'en fait, ils choisissent les trucs, tu vois. Genre, mon Monaco, quoi, il me l'a pas mis, quoi. Bon, bref. Non, mais c'est marrant, Papers. Ils ont vraiment des deals avec des communes. Ah, je savais pas. Ouais. Je savais pas. Moi, j'ai vu que. Mais moi, j'investis dans des trucs un peu basiques. Non, mais je crois que c'est une question de technologique, je pense. Ah oui, je pense que la mairie. Il n'y a aucune raison. Je pense que la mairie de Bobigny, par exemple, n'a pas filé l'API de. Ouais, c'est ça, ouais. Tu vois, je pense que c'est ça. Ça, c'est voilà. C'est possible. Mais en tout cas, c'est marrant. Petites anecdotes. Il ne faut pas mentir à son banquier. Exactement. Je mens plus. Je mentirai plus, je vous jure, monsieur Champeau. Voilà, je vous jure. À quelqu'un qui n'a jamais emprunté et qui a envie de se lancer, qu'est-ce que tu lui conseillerais comme priorité? Un part. Un part, oui. Ok. En priorité, qu'est-ce que tu vas... D'aller voir une banque mutualiste. Ah, très intéressant. D'aller voir une banque mutualiste, d'aller voir un banquier qui a ce qu'on appelle une délégation. C'est-à-dire, tu disais que c'est une affaire d'homme avec un grand H. Alors, ça dépend où. Un part qui va à la BNP, c'est pas une affaire d'homme, c'est une affaire d'ordinateur. Il rentre tes trucs dans l'ordinateur et en fait, l'ordinateur lui dit combien il te prête ou s'il te prête ou s'il te prête pas. Quand tu vas voir une banque mutualiste, donc on peut en citer pour que les gens sachent que c'est. Donc, c'est Crédit Mutuel, Crédit Agricole, LCL, je crois. Non, Caisse d'épargne. En fait, toutes les pubs, toutes les pubs où tu vois des gens qui sont contents d'aller à la banque, c'est une banque mutualiste. Et
Et eux, souvent, ils ont une délégation de mandat. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin... En fait, j'explique. Je sais pas à toi. Hein, oui, j'entends, voilà. Bien sûr. Oui, Ils n'ont pas besoin de remonter au siège pour prendre leurs décisions. Donc, tu as juste une personne à convaincre de la fiabilité, de ta crédibilité, de qui tu es et de ton projet. Et donc, c'est ça que je conseillerais. D'accord. Déjà, c'est d'aller voir une banque mutualiste. Ça, c'est un très bon premier point. Est-ce que tu conseilles de commencer modeste, petit montant, on s'en fiche du montant, petit risque? Alors, c'est pas le montant, c'est petit risque. Petit risque. Tu peux avoir une OP à 1 million qui est beaucoup plus safe qu'un truc à 200 000. Exactement. Tu vois, moi, j'achète, comme je t'ai dit, j'achète en auction aux États-Unis, à Baltimore. Voilà, c'est des petits montants, mais c'est pas safe du tout, quoi. C'est du private equity, le truc. Tu vois, c'est 100% du risque. Hein. T'achètes Paris 17e un 4 pièces. C'est OK, ça bouge pas, tu vois. Donc, je conseille un petit risque pour commencer, et peu importe le montant. Le maximum que tu peux lever, tu lèves. Et donc, cajoler ses fonds propres. Et si on n'a pas de fonds propres, comment on fait? On n'a pas d'argent. Tu vas te faire en lec, là, en ce moment. Franchement, à part dans le neuf. Comment on fait dans le neuf? Dans le neuf, t'as pas besoin de fonds propres. T'as besoin de 2 ou 3% maximum. Okay. Mais en plus, maintenant, dans le neuf, les promoteurs, ils payent les frais de notaire. Ouais. Non, quasiment. Si. Quasiment. Ouais, quasiment. Et c'est pour ça que t'as pas besoin d'apport. Moi, aujourd'hui, dans le neuf, notre vente moyenne ce mois-ci, c'était 380 000. Okay. L'apport moyen, c'était 3 000. Oui. C'est OK, tu vois. Okay. On reste pas aux frais de garantie, en fait, limite. À peu près ça. Frais de garantie, frais de la banque. À peu près ça. Mais après, il y a des trucs dans le neuf. Il y a le prêt à taux zéro. Il y a des trucs qui aident vraiment à l'accession. Comment ça marche, le prêt à taux zéro? Ça marche bien. Non, mais ça marche bien. Tout le monde s'en sert. Comment ça fonctionne? Comment est-ce que tu peux avoir accès d'abord, le prêt à taux zéro, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est pas tout ton prêt qui est à taux zéro. Voilà, c'est une partie. Voilà. En fonction de ton âge, en fonction de tes revenus, en fonction du prix du bien, je crois... c'est abusé de dire je crois parce que c'est censé être mon travail, mais j'avoue que je suis moins dedans. Oui, c'est pas ton travail de faire le crédit. Voilà, exactement. Donc, je crois qu'on peut avoir jusqu'à 80 000 euros à taux 0%. Ouais. Et donc, c'est une aide considérable. Grosso modo, les gens qui cherchent dans l'ancien, pour une personne qui a un budget dans l'ancien de 200 000 euros, dans le neuf, il peut acheter quasiment à 250 260 000 euros pour la même mensu avec moins d'apport. Donc, c'est vraiment... Et c'est pour ça que j'ai choisi le neuf. J'ai choisi le neuf pour 2 raisons. Parce que quand on me dit tu veux faire de la France une nation de propriétaires, il y a 95% de l'immobilier, c'est de l'ancien. Donc, pourquoi ne pas se mettre dans l'ancien? D'abord, j'en avais marre de parler à des gens qui ont repeint leur salon en pourpre et qui pensent que c'est beau, tu vois. Ou marre de parler à des types qui veulent un prix juste parce qu'ils se sont fait ken à l'achat, tu vois. Voilà. C'est vrai. Donc, j'avais besoin d'un truc B2B. Dans le neuf, tu peux trouver ça cher, mais c'est le prix. Tu vas pas trouver moins cher. Tu vois, c'est le prix. J'ai besoin d'un truc B2B et un truc qu'on peut scaler. Moi, au moment où je te parle, là, si tu vas sur mon site, je pense que j'ai, 43 000 biens à vendre. Tu vois, et donc c'est beaucoup. Ouais. Voilà. Et aussi parce que c'était faciliter l'accès au crédit, quoi. Exactement. Donc, quand l'épisode touche à sa fin, quand tu dis je veux faire de la France une nation de propriétaires, donc c'est parce que tu les accompagnes dans le choix de leur actif et que tu les aides à passer à la propriété, notamment en quittant le schéma de la location et en passant à la propriété. Et est-ce qu'on peut dire que le step d'après pour toi, c'est de les aider à mieux emprunter? Ou plus emprunter? Je sais qu'il faudrait dire oui à ça. Non, tu n'es pas obligé. D'accord, parce que non, c'est pas du tout mon step d'après. c'est pas du tout mon step d'après. Mon step d'après, c'est de les faire accéder à la propriété, voilà, dans le neuf. Et ensuite, c'est m'attaquer au marché de l'ancien. Pas du tout en ayant des agences immobilières dans l'ancien. C'est pas du tout mon... Je t'ai dit, je supporte pas parler à Monsieur Michou qui a repeint son truc. Mais de créer un outil d'aide à la décision pour acheter dans l'ancien. D'accord. Donc, un outil plutôt de faisabilité, un simulateur, une sorte d'outil comme ça Non, ça fait partie aussi des trucs où ça me gêne un petit peu d'en parler. Pas que ça me gêne, mais... Non, mais c'est ton fonds de commerce, c'est ton... Moi, je respecte parfaitement.
une sorte de truc qui va être ton meilleur poteau de limo, quoi. Ouais, j'ai compris. Ouais. Un outil d'analyse. Tu vois, un outil d'analyse. Donc ça, c'est ton step d'après avec. C'est le step d'après, j'espère, ouais, j'espère. Pour 2027, c'est long, c'est loin déjà 2027. Mais non, ça passe tellement vite. Ouais. Regarde, cligne des yeux, on est en 2026. 2 secondes après, on est en 2027. Ouais. Eh bien, t'as envie de dire un mot pour la fin ? Non. T'as kiffé cet échange ? Pas top. Pas, j'ai connu mieux, quoi. J'ai vraiment, je pense que sur les 10 derniers podcasts, c'était vraiment le plus pourri, quoi. Mais c'est ok, c'est ok. Non, c'était trop bien. Si tu dis ça, je peux dire que t'es mon pire invité. Bah, non, tu sais quoi? Bon, je suis pas sûr que certains te demanderont, mais si on te demande, je t'autorise, c'est un deal entre nous, et je t'autorise à dire, ouais, non, le pire, c'était Broman. Voilà, et comme ça, t'es tranquille, tu peux répondre à la question. David, merci beaucoup pour cet échange. Merci. C'était hyper intéressant. J'espère que ça vous a plu. Merci à tous et je vous dis à très bientôt dans un futur épisode de Leverage. Ciao!